Fréquence droit sur Aligre FM, numéro consacré donc au droit international et au conflit Israël-Palestine. Je vous rappelle que nos invités sont Patrick Beaudoin, président honoraire de la Ligue des droits de l'homme, ancien président de la Ligue d'ailleurs, et puis l'avocat expert en droit international Emmanuel Daoud. Boudjé Manaman est avec moi dans ce studio. On a eu des spectacles de larmes et des scènes de liesse à Gaza, en Cisjordanie occupée, après la libération il y a quelques jours de prisonniers palestiniens, 183 prisonniers palestiniens qui ont été libérés des prisons israéliennes après que le Hamas a relâché 3 otages israéliens dans le cadre d'un échange prévu par le cessez-le-feu à Gaza. Nous en parlions à l'instant. Émotion côté israélien, émotion également côté palestinien. Mais rien ne change en Cisjordanie puisque parallèlement Israël a mené dimanche de vastes opérations militaires dans le nord de la Cisjordanie occupée, et cela a été marqué par la destruction de nombreux bâtiments selon l'armée. L'armée qui a affirmé avoir tué plus de 50 terroristes dans ce territoire depuis le 14 janvier. Alors, la Cisjordanie, c'est l'autre foyer incandescent du drame palestinien. Comment on en sort sur le plan juridique, Emmanuel Daoud ? Il n'y a pas de réponse toute faite. Ce qui se passe en Cisjordanie est connu de tous et de toutes depuis des dizaines d'années. C'est un territoire occupé. C'est comme ça qu'il est défini par les Nations Unies. Il peut même y avoir des procédures de sanctions commerciales pour celles et ceux qui commercent avec des entreprises israéliennes sur ces territoires occupés. Et rien ne change. Et certains et certaines ont pu qualifier la politique menée par l'État d'Israël en Cisjordanie et à Jérusalem-Est de politique d'apartheid. C'est-à-dire que les citoyens palestiniens ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière ayant les mêmes droits que les citoyens israéliens, sont exclus de fonctions publiques, ne peuvent pas circuler librement, n'ont pas accès à des comptes bancaires pour mouvementer leur vie économique, ne peuvent pas recevoir des aides, bref. Ne peuvent pas emprunter les mêmes routes, c'est ce que vous disiez à l'instant. Ne peuvent pas emprunter les mêmes routes, font l'objet de contrôles systématiques, alors là c'est le cas de le dire, au faciès. Donc la situation en Cisjordanie, elle ne s'améliore pas. Elle ne s'améliore d'autant moins que Gaza fait donc l'objet de ce cessez-le-feu et qu'en Cisjordanie, rien n'a été prévu. Donc c'est la porte ouverte à toutes les exactions possibles, peut-être même sans être complotiste ou paranoïaque, imaginer que l'on va créer un foyer de violence pour peut-être remettre en cause ce qui se passe à Gaza. Et un des signaux particulièrement négatifs qui ont été envoyés par la nouvelle administration américaine, c'est quand même d'avoir lever les sanctions qui pesaient sur des colons israéliens extrémistes qui avaient mené des actes de violence ou qui appelaient à mener des actes de violence physique contre les Palestiniens. Donc, ce qui se passe en Cisjordanie n'incite pas à l'optimisme. Oui, ce sont des mesures qui avaient été prises par le président Biden oui. Et qui ont été rapportées, supprimées par le président Trump. Patrick Beaudoin. Sur la Cisjordanie, plusieurs choses peuvent être dites, bien entendu, et on va essayer d'aller vite là aussi, ou de résumer plus exactement. Premièrement, ce sont, comme le rappelait Emmanuel Daoud, ce sont des territoires occupés, et il y a toute une série de résolutions des Nations Unies qui ont demandé la cessation de cette occupation parfaitement illégale, et donc le retrait des troupes israéliennes. La première résolution remontant à 1967, après la guerre des 6 jours, c'est la résolution 242. Il y en a eu beaucoup d'autres depuis lors, en 1973, et puis l'une des plus récentes, qui, sauf erreur, date de 2016, qui est une résolution extrêmement explicite et qui adjure les Israéliens d'enfin respecter le droit international. Or, ils ont fait tout l'inverse. Et ils continuent d'accélérer le processus de colonisation en Cisjordanie et surtout le processus de ce qu'il faut appeler maintenant
Là aussi, j'aurais été hésitant pendant longtemps, mais un apartheid. Et apartheid, surtout, qui est facilité par une loi de juillet 2018, qui est la loi qui, expressément dans le texte même de cette loi qui régit maintenant l'État d'Israël, il faut rappeler qu'à l'origine, en Israël, c'était l'égalité de tous qui prévalait quand l'État d'Israël a été créé, théoriquement. Là, au contraire, on affirme dans la loi, et la loi d'État de 2018, qu'il faut poursuivre la colonisation et que c'est un objectif à atteindre, la colonisation. C'est un objectif. Et cette loi comporte toute une série de discriminations qui sont en œuvre contre les Palestiniens. Et ce qu'on voit aujourd'hui, de manière accrue, parce que ce n'est pas du tout nouveau, ce sont des arrestations et des détentions arbitraires administratives de longue durée, des condamnations à des peines absolument excessives et aberrantes quand il y a un jugement qui est rendu, de la torture avérée, de la torture démontrée de la part des Israéliens, voire des exécutions sommaires quand les forces israéliennes interviennent. Et où je rejoins complètement là aussi ce qu'a dit Emmanuel Daoud, c'est que les regards du monde entier ayant été tournés principalement sur Gaza et à juste titre dans les mois écoulés, les Israéliens, entre guillemets, les gouvernements israéliens, les militaires israéliens en ont profité parce que c'était moins visible peut-être, accentuer le processus de répression et de colonisation en Cisjordanie et essayer de broyer les Palestiniens avec finalement un seul objectif pour ce gouvernement, je pense, même s'il est encore relativement inavoué, qui est de faire d'Israël un État peuplé uniquement du peuple juif et petit à petit d'obliger les Palestiniens à partir, ou en tout cas, pour ceux qui resteront, de les réduire à des citoyens totalement de seconde zone. Et ça rend évidemment très difficile les perspectives voulues par certains Israéliens, parce qu'il ne faut pas ceux qui parlent le plus et le mieux des violations commises par les gouvernements israéliens successifs, ce sont des juifs israéliens eux-mêmes. Et il y en a quand même un pourcentage important, malheureusement minoritaire, mais ils le disent mieux que nous, et ils sont encore plus fondés que nous à le dire. En tout cas, on peut les croire et surtout les soutenir. Emmanuel Daoud. Oui, juste une observation complémentaire. Le paradoxe de la situation, et souvent lorsque l'on dénonce les faits commis en Cisjordanie ou ailleurs par les gouvernants israéliens et par l'armée, accompagnant et soutenant les colons les plus extrémistes, c'est qu'on nous renvoie l'image qui correspond à une réalité politique en disant « mais finalement, vous critiquez la seule démocratie dans ce coin du monde au Moyen-Orient. Laissez nos institutions judiciaires fonctionner. Nous savons faire, il y a des élections libres. » Et le paradoxe de la situation, c'est que M. Netanyahou, en ce moment, comparaît une fois par semaine devant une juridiction pénale pour répondre de faits de corruption. Donc, il est le chef de gouvernement, mais il doit se présenter devant ses juges, et on ne sait pas quelle décision sera rendue. Mais dès qu'il s'agit des Palestiniens, c'est comme si tous les outils démocratiques, l'institution judiciaire israélienne qui est très, très vivace, qui existe, étaient totalement anesthésiés ou désactivés. Et vraiment, pour le juriste et l'avocat que je suis, c'est un paradoxe énorme et qui se traduit dans les faits par cette politique d'apartheid et par cette répression, ces exécutions, des tortures pratiquées dans les prisons israéliennes, dans cette démocratie. C'est impensable. Et ça s'est passé sous les yeux de la communauté internationale avec la Croix-Rouge qui n'a pas pu intervenir. Mais maintenant, les faits sont documentés. Et donc, il va bien falloir aussi que le gouvernement israélien en place réponde de ces exactions.